en 2030, le hashish sera légalisé. Ça veut dire une France très consciente de ce qu'on légalise et comment. C'est pas tout est ouvert à tout le monde, mais il y a différentes étapes entre la légalisation médicale, la libéralisation totale, etc. Moi, je vois bien un usager qui vient rencontrer un professionnel pour évaluer les représentations qui se fait sur la drogue qu'il va prendre et qu'il va acheter. Et que on corrige les bonnes et les mauvaises représentations, qu'on apporte de l'information, qu'on s'assure que l'information est bien passée, qu'on s'assure qu'avec ça, il n'y a pas derrière ça une maladie mentale très très lourde, un trouble très grave de la personnalité, et que là, on n'est pas dans un risque très élevé. Et auquel cas, on sera dans une délivrance qui est beaucoup plus contrôlée. Et puis, à la suite de ça, il va avoir une autorisation, un permis d'aller en acheter dans un endroit dans lequel le produit il va être tracé. On va savoir exactement ce qu'il y a dedans. Ça serait une unité où on pourrait à la fois avoir une unité de production, avec une unité où on puisse consommer, donc avoir accès aux substances, avec éventuellement une zone où on puisse donc consommer pour pouvoir avoir ce lien social et avoir un système de prévention qui soit beaucoup plus efficace. Le citoyen doit avoir le choix entre aller dans une cité, enrichir le crime organisé, ou aller dans une association, Cannabis Social Club, ou dans des endroits dirigés par une agence du cannabis pour se procurer un cannabis cultivé en France. L'agence du cannabis est une excellente solution parce que pour avoir une licence, il faut payer une cotisation annuelle qui peut être assez élevée. Et l'agence, à ce moment-là, a des moyens financiers, des moyens pour favoriser la prévention, y compris la prévention primaire. Il est certain qu'il est largement préférable dans la constitution du cerveau d'utiliser les drogues le plus tard possible. Et donc ça, le rappeler et l'inciter reste toujours une mission prioritaire. Mais à partir du moment où vous êtes rentré dans une consommation de drogue, essayez qu'elle ait le moins d'impact possible sur vous et sur la société, et si elle en a, que vous ayez le plus de facilité à avoir accès aux soins et à avoir accès aux produits qui peuvent vous sauver la vie. La régularisation, c'est pas le fait qu'on ait une tolérance pour le fait d'être défoncé en public. Je pense que l'utilisation, elle doit rester dans le champ privé. Qu'il doit y avoir aucune promotion de toute sorte sur ce produit, et quels qu'en soient les médias. Si on veut éviter des utilisations du cannabis qui peuvent être dommageables pour la personne, il y a une chose à éviter, c'est de laisser les gens fumer ou d'inviter les gens à fumer tout seuls chez eux. Ça peut être la meilleure façon de rendre les gens pas bien avec le cannabis. Et alors que quand on est dans un système de sociabilisation, eh bien, il y a un phénomène de prévention, d'autocontrôle, de mutualisation des efforts. Si on connaît une personne qui est fragile, eh bien, à plusieurs, on peut plus facilement l'encadrer. Une société apaisée, c'est une société où les gens sont à la fois, on va dire, guidés par les messages que leur adressent les autorités de santé, en leur disant voilà les bornes à ne pas dépasser, et puis des individus qui essayent de gérer leur plaisir, on va dire, de façon apaisée et privative. Le problème de santé publique, il reste à traiter, parce que la prohibition ne règle pas le problème de santé publique qui est la toxicomanie. Bien entendu que la substance a des effets nocifs, bien entendu que ça peut favoriser des troubles psychiatriques. Est-ce que les troubles sont préexistants? On n'en sait trop rien. Je vais donner une image pour bien me faire comprendre. Quand on a un verre en cristal, par exemple, qui est parfaitement transparent, on le laisse tomber, on voit de multiples fêlures apparaître. Et pourtant, on ne les voyait pas. Les fêlures, elles existent chez chacun d'entre nous. Si l'environnement aide, permet le soutien, etc., ces fêlures n'apparaissent jamais. Et le cannabis est un des facteurs qui intervient pour créer ces fêlures au niveau psychologique, bien entendu. Et ça, les gens ne comprennent pas. Ils ont l'impression qu'il suffit de prendre le produit, c'est le produit qui fait le larron. Mais non,
Le produit, il fait rien. Le produit, il rencontre une personnalité, quelqu'un qui a vécu des choses dans sa vie qui font qu'il va devenir, et d'une dépendant, c'est-à-dire qu'il va prendre ça tous les jours, et deux, qui va tellement perdre le contrôle qu'il va se retrouver à la rue. Mais ça, c'est une infime petite partie des gens qui consomment des drogues. C'est un peu la même chose que l'alcool, finalement. C'est les mêmes conséquences. En moins grave, bien entendu, puisque les conséquences physiques du cannabis sont moins importantes que les conséquences physiques de l'alcool. On est persuadé qu'il faut agiter le chiffon rouge de la terreur, de complications rares pour pouvoir faire changer les gens. Non. Si vous dites dans une classe à des gamins, attention, si vous fumez, vous allez devenir schizophrène. Il y a très peu de chances qu'ils connaissent autour d'eux quelqu'un qui est parti en live et qui est devenu schizophrène. En revanche, si vous leur faites parler de l'effet du cannabis, et c'est ce qu'on fait dans les préventions, et que vous laissez venir des choses comme « Ah bah ouais, mais on l'a plus vu en classe, c'était un bon élève, il n'a plus rien foutu, et puis il était plus capable de faire quoi que ce soit, et puis même, il s'est beaucoup isolé socialement. » Ils vont pas vous dire ça comme ça, mais ils vont dire ça avec leurs mots. Eh bien, ça, ce sont les premiers dommages. La prévention, vous savez, c'est d'abord un problème de compétences collectives. Et pour ça, il faut élever le niveau, en particulier des communautés éducatives, à l'école, la famille, etc. Et puis, c'est soutenir ces éducateurs, ces parents, dans leur position d'éducateurs. Et pour ça, notamment, de les aider à repérer. La notion de repérage est très important, repérer ces enfants qui vont pas bien. Donc c'est possible de faire baisser les consommations à partir du moment où les populations sont bien traitées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficultés majeures, que les gens trouvent du boulot, que les parents sont pas trop mal, enfin bref, que dans une société qui fonctionne à peu près bien. Les consommations résiduelles, elles restent, c'est là où c'est terrible, et pour nous c'est le constat est terrible, elles restent dans les populations qui sont en difficulté dans nos sociétés. Avant, je vous dis, c'était vraiment des questions d'ordre et de sécurité sanitaire, d'ordre public et de sécurité sanitaire. Et maintenant, on commence à aborder la question des drogues sous un angle économique. La légalisation du cannabis rapporterait entre 1,7 milliard à 2 milliards d'euros de revenus et qu'une partie de ces revenus pourrait être versée dans la prévention et que ça créerait 13 000 emplois sans compter les emplois pour la production. Le tabac aussi, ça rapporte des taxes. En fait, d'ailleurs, ils n'ont pas bien calculé ou ils ont oublié de dire que si l'on voulait que le tabac ne coûte rien à la collectivité nationale, son prix devrait être au moins doublé ou triplé, parce que ça coûte très cher le tabac. Il n'est pas question pour Terra Nova de se dire on va libéraliser le marché du cannabis pour ramener de l'argent dans les caisses de l'État. Non, c'est pour ramener de l'argent dans les caisses de l'État pour que le moins d'euros qui arrivent soit sur la prévention. Notre objectif final est bien de faire baisser la consommation. Quelle est la mise à disposition? Est-ce qu'il faut construire un cannabis business libéral? Moi, personnellement, je ne crois pas trop au système libéral et à la libre concurrence dans ce domaine, parce que probablement, ça serait favoriser les consommations. Or, moi, je suis médecin. Je considère qu'un certain nombre de jeunes ne doivent pas être exposés à des consommations et qu'il faut les protéger. Je suis hostile à la solution du monopole d'État. Je suis hostile pourquoi? Parce que, d'une part, je ne fais pas forcément confiance aux agriculteurs, même bio, pour être capable de fournir le marché dans des produits de qualité comme l'attendent les consommateurs, qui ne sont plus des naïfs. C'est l'époque de la mauvaise savonnette, de mauvais hashish marocain. Dans 99% des deals français, c'est fini. Et c'est la même dans tous les pays. Il y a toute une diversité de produits, toute une diversité de goûts. C'est tout à fait comparable au vin. Et si vous n'amenez pas ce niveau de qualité, vous laisserez la part belle au marché noir. En la matière, moi je suis plutôt pour la concurrence, donc voilà, on trouvera les formes de distribution du cannabis et les gens candidateront pour établir ce genre d'entreprise. Le modèle des pharmacies est un bon modèle, justement pour le coup, sans l'industrie derrière. Les pharmacies qui font des préparations magistrales, ça serait tout à fait un bon modèle par rapport à l'emploi. Je pense qu'il faut, pour éviter qu'il y ait une explosion de ces magasins et une difficulté à les contrôler, il faut qu'il y ait un numerus clausus, exactement comme pour les pharmacies, ou par exemple, comme maintenant, il s'impose aux Pays-Bas, ou par exemple dans la province de la Hollande du Nord, ils ont passé un accord de cahier des charges, de guidelines, autour d'un établissement pour 10 000 habitants, de manière à assurer un approvisionnement, mais à éviter un effet de ruée vers l'or vert.
On peut dépénaliser le cannabis et légaliser aussi bien la production, contrôler l'autoproduction par les cannabis clubs, essayer d'aider les agriculteurs qui s'orienteraient vers la culture du cannabis. Par contre, il y a 200 000 cultivateurs de cannabis actuellement en France. Ils n'iront pas tous travailler pour le système légal, et certains d'entre eux feront de la contrebande. De la même manière que sur l'alcool, il y a des bouilleurs de cru qui déclarent tout, qui payent des taxes sur tout, et il y a des gens qui ont des alambics et qui déclarent rien du tout et qui vendent à côté. Ça, c'est à l'État de bien réguler sa pression fiscale sur les produits. En l'espace de 50 ans, la France, qui était un pays qui est très producteur de chanvre, hein, c'est pas pour rien qu'on a la Canebière, c'est pas pour rien qu'il y a des tas de villes qui s'appellent Chevannes ou Chavannes ou je sais pas quoi. Mais on a perdu en l'espace de 50 ans cette histoire, cette relation à la culture du chanvre et à ses multiples applications. On pourrait imaginer que la production de papier passe sous la production de chanvre, comme ça éviterait de trop anéantir les forêts. On pourrait imaginer qu'aujourd'hui on fait beaucoup de plastique très dur. Les voitures Mercedes, Audi, sans vouloir trop faire de pub, les voitures allemandes utilisent beaucoup la ressource chanvre parce que ça permet de faire des véhicules plus légers, donc on économise de l'essence. Donc on pourrait très bien imaginer que de manière subtile, l'État français distribue de manière contrôlée, pas au grand jour, les drogues et effectivement récupère de l'argent et crée un cercle vertueux. Le cannabis était légalisé, bien comme le petit dealer n'aurait plus de fonction sociale, il serait au chômage. Évidemment, il faut probablement mettre en place des dispositifs de retour vers l'emploi. Il faut d'abord concevoir la légalisation pour recycler ces personnes-là. Parce que c'est vrai que si on ne leur donne pas une nouvelle issue, eh bien ils auront que tendance à aller vers d'autres produits. Il y a un certain nombre de quartiers actuellement dans nos villes qui vivent sous perfusion des recettes du cannabis et des drogues en général. Les jeunes, notamment dans les quartiers les plus difficiles où il y a énormément d'échecs scolaires, le fait qu'existe l'économie parallèle les désincite à continuer la scolarité. Donc c'est à l'envers qu'il faut prendre le problème. On voit bien que l'attrait que représente le monde du petit deal est un obstacle terrible au travail des enseignants. Parce que supprimer les recettes du cannabis ou des drogues dans certains quartiers, c'est faire exploser les quartiers. Vous me demandez si aujourd'hui certains moyens trafiquants de cité ne bénéficieraient pas d'un système économique de distribution contrôlée des drogues, je vous réponds si, c'est possible. Il est certain que beaucoup d'entre eux ne demandent que ça. C'est-à-dire avoir un business légal. Pour eux, ils ont l'impression qu'ils ne savent faire que ça, des scolarisations, ils sont dans un modèle économique, ils savent faire du commerce, on leur donnera une opportunité légale, c'est possible. Pour les têtes de réseau, c'est autre chose. Les têtes de réseau, ça sélectionnera ceux qui sont capables de blanchir dans l'économie réelle et d'arriver avec un dossier criminel vide, et ceux qui sont complètement cramés, et tant pis pour eux s'ils sautent. On n'est quand même pas là non plus pour faire un système qui favorise les organisations criminelles ou les mafias. Eux, ils sont dans la criminalité organisée, ils sont dans la délinquance professionnelle, par conséquent, eux, ils trouveront d'autres opportunités. Et là, il faudra être extrêmement ferme, mais tous les policiers qui seront mobilisés à faire la chasse à la boulette au quotidien, ces policiers-là, ils pourront lutter contre les cambriolages. Ces policiers-là, ils pourront lutter contre le racket des commerçants. Donc, à mon avis, on sera beaucoup plus efficace dans la lutte contre la criminalité en général. Donc, on pourrait déjà réorienter une politique de sécurité un peu différente. On pourrait mobiliser des énergies qu'on ne trouvera jamais ailleurs. Quand on a dépénalisé l'usage des chèques sans provision dans les années 80, c'était bien inférieur à ça. Et ça a fait une espèce de ballon d'oxygène à l'ensemble de l'institution police et gendarmerie. Débarrasser les cités du petit trafic et de l'économie criminelle, je pense que ça enlèverait un poids considérable pour tous les gens qui y habitent, qui y travaillent et qui sont obligés de mélanger leur vie à celle d'un trafic qui pollue les cages d'escalier, qui occupe les gamins à faire le guet, etc., etc. Je pense que ça enlèverait un poids dans les cités. Un certain temps, y compris les forces répressives d'un certain nombre de pays très producteurs comme la Colombie, expriment régulièrement leurs doutes
sur l'efficacité du système prohibitionniste actuel. La dépénalisation, partout où elle a été mise en place, Portugal 2000, République tchèque 2008, etc., a fait baisser la consommation, contrairement à ce qu'on dit. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que le consommateur n'est plus criminalisé, et donc il va plus facilement aux soins. Il va plus facilement se soigner. Donc oui, une dépénalisation est positive, envisagée. Partout où elle est mise en place, elle fonctionne. Mais c'est la dépénalisation du consommateur, jamais du trafiquant. L'hypocrisie, et l'hypocrisie hollandaise, c'est que c'est légalisé, mais vous n'avez pas le droit de le produire. Donc, vous gardez le marché, mais vous devez avoir que des petites, disons, je ne sais pas combien de grammes, 2 grammes, etc. Mais c'est complètement idiot, parce que d'où ça vient, comment... Enfin bref, on est encore loin du compte. Le cannabis et les conventions sont en général bien faites. Ils laissent quand même la porte ouverte à l'utilisation à visée médicale. Donc c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, notamment au Colorado. Quand on regarde, en fait, on pouvait donner du cannabis à partir du moment où il n'y avait pas d'autre traitement pour tel ou tel trouble. C'est par exclusion qu'ils sont mis en place. Comme il y a beaucoup de troubles qu'on ne sait pas traiter, évidemment, on pouvait donner du cannabis quasiment à tout le monde. Du coup, ça a été une façon de tourner la loi aux États-Unis, si j'ai bien compris ce qui s'est passé. Comme les Américains n'aiment pas beaucoup, ceux-là n'aiment pas beaucoup payer d'impôts, ils se sont mis à légaliser la vente de marijuana. Les cartels ont reculé. Et aujourd'hui, ils ont de l'argent pour financer leurs écoles. L'avantage avec le Colorado et l'expérience américaine, et j'espère aussi l'expérience en Uruguay et d'autres pays qui se manifestent pour vouloir changer leur loi, c'est qu'on va avoir une idée sur différents points, aussi bien sur la santé publique, aussi bien sur la sécurité publique, la sécurité routière, mais aussi sur les taxes, mais aussi sur les emprisonnements, sur le coût pour la collectivité de la lutte contre le trafic. On commencera à avoir des indicateurs. Et sur ces indicateurs-là, les chiffres sont têtus. Pour la valeur des conventions internationales, les États-Unis étaient l'un des principaux pays à soutenir ces conventions. Ils continuent de les soutenir officiellement, mais ce faisant, tout le monde sait que dans leur propre pays, certains États ont franchi le Rubicon. Pour l'instant, il semblerait quand même que la population du Colorado ne consomme pas plus qu'avant. Et ce qui fait le rush, c'est les touristes qui viennent de tous les États autour. Mais globalement, sur la population du Colorado, aussi bien chez les jeunes que chez les adultes, l'impact est mineur. C'est un des pays où le débat est le plus bloqué, c'est-à-dire qu'il est bloqué à un niveau qui est le raisonnement, qui est la pensée des petits-enfants. La drogue, c'est pas bien, c'est caca. La construction, je dirais, du problème cannabis en France, elle date des années 70, avec une société qui s'est jamais remise de mai 68, qui s'est jamais remise d'un certain nombre d'événements qui se sont passés ensuite, et on reste polarisé là-dessus. Enfin, le débat est bloqué au niveau politico-idéologique, avec des gens qui, avec deux, comment dire, des gens qui prétendent que le débat se poserait sous la forme d'une opposition, un choix entre le système actuel qui est la prohibition totale et le système inverse qui serait la légalisation totale. Or, le problème c'est que ces deux positions-là sont stupides en réalité et que personne d'un petit peu informé sur la question ne peut tenir l'une ou l'autre. J'entends le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, du gouvernement Jospin, il y a 15 ans, dire il faudrait peut-être arrêter, on va étudier. Bon, qu'est-ce qu'on a fait depuis 15 ans? En 2011, dans son rapport, M. Vaillant, qui n'est pas un affreux gauchiste, l'avait indiqué, avait appelé les pouvoirs publics à se mobiliser sur cette question. Qu'aujourd'hui, les politiciens sont ignorants, sombrent dans la facilité du court terme. C'est-à-dire qu'ils pensent que leur élection prochaine serait mise en péril s'ils prenaient une décision courageuse, même s'ils le pensaient. Il y a encore et pas mal dans l'esprit des hommes politiques, le sentiment qu'il existe une majorité de personnes en France qui sont hostiles à la remise en cause du principe de la prohibition. Tant qu'on n'a pas dans la population un niveau de connaissance suffisant, on n'aura pas le sondage qui va faire qu'il y a un politique qui sera assez couillu pour dire « j'y vais ».
J'ai le sentiment que l'entourage de Manuel Valls est sensibilisé au problème. Ensuite, je dirais, je les comprends, ils ont des calculs politiques. À chaque fois, la gauche dit on a préféré faire cette réforme, et en la faisant, on s'est empêché d'en faire d'autres. Et à peu près tout le temps, ça finit par les drogues. On s'est empêché de faire une réforme sur les drogues parce que sinon, on va vraiment passer pour trop laxiste ou trop permissif ou trop 68ard. Tous ces arguments reviennent en boucle. Il se renvoie la balle comme ça, vous êtes des laxistes, vous êtes... Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que tout l'échange de seringues, la substitution, c'est la droite en France qui l'a mis. Aujourd'hui, moi, j'en appelle à ce que les partis politiques, qui sont encore la sève de la démocratie représentative, c'est encore eux qui font les investitures, donc c'est à eux de s'emparer du débat. J'ai bien dit du débat, c'est-à-dire c'est à eux, dans chaque parti, de dire... Allez, on organise des commissions qui travaillent sur le sujet, qui font des propositions. C'est ce qu'il y a eu au Parti socialiste avec Malek Bouti dans les années 2000, puisqu'il était responsable de cette commission, et ces travaux n'ont pas été repris. Et en 2006, Malek Bouti, quand il sort son rapport, ça fait du bruit. Et on parle déjà de la ghettoisation, on parle déjà du risque de faire parler la poudre des Kalachnikov, on parle déjà de ce déterminisme horrible qui pousse les cités à se retrouver pris entre le four, la matraque et le tapis de prière. C'est ça la réalité. Le cannabis tue maintenant, mais pas par overdose de plomb, mais il tue. À Marseille, à Grenoble, à Toulouse, dans la région parisienne, très régulièrement, des règlements de compte ou sur fond de dette ou sur fond de guerre de territoire se règlent à l'arme de guerre. Finalement, les drogues sont encore aujourd'hui produites dans l'hémisphère sud, donc dans des pays pauvres, et elles sont consommées dans des pays riches. C'est là qu'il faut peut-être remettre en question les conventions internationales qui nous interdisent de faire du commerce de la drogue. Pourquoi ne pas développer une filière économique contrôlée avec des producteurs marocains qui vendraient leur cannabis à une agence du cannabis en France et avec des citoyens consommateurs responsables qui viendraient acheter du cannabis dans une entité dirigée par l'État français. C'est valable aussi pour des pays d'Amérique du Sud. Il s'agit pour des paysans au fond, qui survivent économiquement avec ça. Il s'agit de proposer un autre modèle de développement agricole, fondamentalement. Au Maroc, ça pose un problème politique majeur. Il s'agit d'une région particulière, qui a une tradition particulière de résistance au pouvoir central des Alaouites, etc. Bon, ça pose bien sûr des problèmes politiques, c'est certain. Mais c'est pour ça que de toute manière, cette question-là est tellement par ailleurs mondialisée qu'il ne peut y avoir de début de solution que s'il y a un minimum d'entente internationale sur toutes ces questions. L'escalade. L'histoire de l'escalade en France, c'est une histoire qui date des années 70, puisqu'on a dit il commence par un joint, il continue par l'héroïne et il termine en prison. C'était ça le schéma qui a été vendu aux parents pour leur faire peur et pour faire peur aux jeunes en pensant que la peur allait les dissuader de consommer. Bon, ce schéma est faux. Il y a comme ça une espèce de fantasme que les gens qui se défoncent, ils se défoncent à tout. Non, parce qu'il y a un grand nombre de gens qui se défoncent tous les samedis soirs en se pétant la ruche à l'alcool. Ils toucheront jamais de leur vie la cocaïne, encore moins le cannabis. Si vous prenez des héroïnomanes de 30 ans et que vous vous intéressez à leur usage de cannabis, ils ont tous quasiment utilisé le cannabis. Mais si vous prenez, et heureusement, les usagers, les expérimentateurs de cannabis entre 15 et 25 ans, l'épidémiologie nous montre quoi? Que la consommation, elle s'effondre entre 22 et 25 ans. Et qu'à 25 ans, les gamins, ils en ont marre de faire cette expérience avec ce produit qui les rend un peu cons, qui les rend pas tout à fait réactifs, qui leur fait perdre des copines ou des copains et qui les empêche de rentrer dans la vie active. Donc ils lâchent l'affaire. Donc il faut arrêter de prendre les usagers pour des abrutis et surtout pour des totaux-dépendants à tout. Ça n'a aucun sens. L'objectif de ce rapport, c'est également d'équilibrer le régime légal du cannabis et du tabac. Il y a un paradoxe qui nous semble complètement invraisemblable, qui est celui de voir le tabac tuer 73 000 personnes par an et d'être une drogue légale, alors que le cannabis, qui, une fois de plus, bien évidemment, a des inconvénients en termes de santé publique, lui, est illégal. Et en fait, on se rend compte, et nous on l'avait bien remarqué, qu'on n'avait aucun usager dans nos consultations qui n'avait pas commencé par le tabac,
Et s'il y avait une porte d'entrée pour les drogues, c'est probablement le tabac. On a bien repéré que ces consommations de tabac, au niveau neurobiologique, et notamment chez des expériences qui ont été faites sur la souris, enfin je ne vais pas faire des travaux scientifiques, hein, c'est des travaux extrêmement sérieux qui ont été montrés, pouvaient permettre ensuite de déclencher l'envie d'autres substances, notamment la cocaïne. Ça a été prouvé. 13 à 14 millions de fumeurs. Un fumeur sur deux mourra d'une cause en relation avec sa consommation de tabac. Plus de 200 000 des nôtres cherchent leur souffle en permanence et marchent à petits pas quand ils acceptent de se déplacer dans un syndrome d'asphyxie quasi chronique. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'il faut probablement réguler beaucoup plus sérieusement le tabac, et que le cannabis n'est pas un problème de régulation, mais un problème de connaissance, d'information, de prévention et d'alliance avec les jeunes entre eux pour qu'ils arrivent à abandonner cette mauvaise habitude. Parce que finalement, c'est un peu ça le problème, à mon avis, plus qu'un problème de dépendance physique au cannabis. L'usage de produits qui sont aujourd'hui classés comme stupéfiants, comme par exemple les dérivés du cannabis, les champignons hallucinogènes, l'opium, il a toujours existé. Il a existé un peu partout sur le globe, à toutes sortes d'époques. Et ce qui est intéressant, c'est que cet usage traditionnel de ces produits psychotropes, donc psychoactifs, à effet sur le psychisme, il a toujours été régulé. C'est-à-dire que cet usage était un usage encadré dans des rituels. Seules certaines parties de la population, certaines élites religieuses ou élites politiques avaient le droit de s'en servir. Il a très souvent été utilisé de manière très codifiée dans des rites permettant l'accession à des divinités ou à un monde extranaturel, surnaturel, extranaturel. Et donc ça a caractérisé pendant très très longtemps l'usage de ces produits psychoactifs. Ils n'étaient pas interdits par la loi, mais leur usage était très structuré, très encadré par des normes sociales et religieuses. C'est vraiment la révolution industrielle et une internationalisation des échanges qui commence finalement assez tôt, qui a fait que ces produits ont commencé à quitter leur milieu d'origine, à la fois de consommation et de production, pour aller être consommés et produits dans d'autres régions du globe. Et puis, ce qui signe vraiment la modernité des usages de drogue, c'est qu'à partir des années 50-60, dans les pays occidentaux, États-Unis puis Europe, pour le dire rapidement, on a vu l'apparition d'usages dérégulés, c'est-à-dire d'un usage qui n'est plus encadré dans des rituels traditionnels, d'usages qui se font à des fins récréatives essentiellement, et puis surtout un usage qui, à partir des années 60 aux États-Unis, 70 et 80 en Europe, se massifie et se développe et s'étend à toutes sortes de populations, toutes sortes de catégories sociales, et un usage qui va remplir toutes sortes de fonctions.